Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle interview entrepreneur proposée par SFC Invest. Aujourd'hui, on va parler d'e-commerce et de mode avec Juliette de Ferraudy du site valeriana.com. Bonjour Juliette. Bonjour. Et bienvenue pour cette interview. Alors, dites-moi un peu plus sur votre produit. C'est quoi un collant de confort exactement ? Alors, un collant de confort, en fait, ça porte plusieurs noms. C'est un collant bien-être. C'est un peu l'équivalent du collant qu'on va trouver en pharmacie, mais qui est pas très, très joli. Donc, moi, je propose un collant, en fait, avec une mini compression au niveau de la cheville. Donc, en fait, c'est un maillage très spécifique qui est D'accord. beaucoup plus resserré au niveau de la cheville. Ce qui permet en fait au sang de mieux circuler dans les jambes. Et donc, c'est une compression dégressive. Ça veut dire que plus ça remonte le long de la jambe, plus la compression est légère. Et donc, le sang va avoir tendance à remonter plus facilement dans les jambes. Donc, ça évite les problèmes de jambes lourdes, de jambes gonflées et donc les troubles de la circulation veineuse en général. Donc, ça les prévient en fait. Et c'est utile pour quels âges, pour quel type de personnes, plus en particulier Alors, ça concerne tout le monde potentiellement ? Ouais, en fait, ça concerne tout le monde. Moi, je m'adresse vraiment à tout le monde. Après, j'ai une cible très particulière puisque je vais plus viser les femmes qui sont beaucoup plus touchées que les hommes par les troubles légers de la circulation veineuse. Mais ça touche potentiellement tout le monde. Aujourd'hui, on est tous assis derrière un ordinateur. On a tendance à être plutôt sédentaire, à faire moins de sport, à moins marcher. Ou alors, tout simplement, des personnes qui ont des métiers où ils sont tout le temps debout, ils vont tout le temps marcher, piétiner, comme les serveurs, les coiffeurs, etc. Voilà, tout le monde est concerné, puisque le fait d'être assis à longueur de journée derrière un ordinateur peut provoquer des troubles légers de la circulation veineuse. Donc, en fin de journée, on peut ressentir ces sensations de jambes lourdes assez désagréables. Et le fait de porter des chaussettes ou des collants de confort, en fait des collants bien-être, ça permet de prévenir ces troubles-là, donc de les éviter. D'accord, donc effectivement, vous avez une cible de clientèle très large parce que des personnes qui travaillent derrière un ordinateur, il y en a des millions évidemment en France. Et donc, vous vendez tant aux femmes qu'aux hommes et de tout âge, si je comprends bien. Voilà, en fait, je vends aussi bien aux femmes collants et chaussettes qu'aux hommes chaussettes. Les hommes portent plus des chaussettes, a priori, Oui, surtout que mes collants sont plutôt ciblés féminins. Mais les chaussettes sont unisexes, donc elles vont aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Elles sont très, très bien pour justement les personnes qui restent assises toute la journée ou même des personnes qui voyagent beaucoup. Donc, pour prendre l'avion, c'est assez conseillé en fait de porter des chaussettes à compression douce, pour éviter justement tous les problèmes que l'altitude et le fait d'être dans une cabine pressurisée peuvent provoquer. D'accord, donc il y a un vrai bénéfice santé a priori sur votre produit et qui touche une large cible de clients. Alors maintenant, pour parler plus précisément de votre création d'entreprise, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur la façon dont vous avez décidé de vous lancer dans ce projet en particulier ? Comment vous est venue l'idée ? Quel a été le déclencheur en fait de ce projet ? C'est un peu, on va dire, pas par hasard, mais j'avais pas du tout prévu de créer mon entreprise parce qu'à l'époque, j'étais salariée dans les assurances. Donc, je suis juriste à la base, ce qui n'a strictement rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et puis, en fait, en commençant, bon, ça fait déjà très longtemps en fait que j'ai des troubles de la circulation veineuse, donc je connais les joies des jambes lourdes et gonflées en fin de journée. Et puis, en fait, un jour, en travaillant, enfin, le fait de travailler vraiment et d'être toute la journée assise derrière mon ordinateur, j'ai commencé vraiment à sentir des douleurs dans les jambes. Enfin, ça devenait infernal. Donc, je suis allée voir un spécialiste qui m'a dit de porter des collants de contention. Et quand je suis arrivée à la pharmacie, j'ai eu la joie de découvrir les produits de contention beige et noir. Pas très à la mode, j'imagine. Alors, c'est un euphémisme. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est vraiment pas sexy du tout. Il proposait des motifs, mais ça m'attirait pas. C'était vraiment pas joli. Je me suis dit, c'est pas possible. Je vais devoir porter des collants de contention et on me propose des choses qui collent pas avec mon style.
Donc j'ai commencé à regarder un peu, à faire, on va dire, une étude de marché, même si à l'époque, dans ma tête, c'était pas une étude de marché réellement. Mais regarder ce qui se passait autour de moi, et j'ai compris qu'il n'y avait pas grand-chose, on n'offrait pas grand-chose aux filles de mon âge. Donc moi, à l'époque, j'avais 24 ans. On n'offrait pas grand-chose aux filles de mon âge, donc j'ai décidé de me lancer là-dedans. Et petit à petit, j'ai créé mon entreprise, j'ai monté un statut auto-entrepreneur et je me suis lancée toute seule dans cette aventure. D'accord, donc c'est l'exemple classique d'une création d'entreprise qui répond à un besoin personnel perçu, identifié et que vous avez progressivement travaillé vous-même avant de vous lancer à temps plein dans cette activité. C'est intéressant. Exactement. Vous avez commencé seul ou avec des associés quand vous avez vraiment décidé de vous lancer à temps plein dans le projet? Alors, je me suis lancée seule et aujourd'hui, je suis toujours toute seule. En fait, je me suis lancée seule parce que j'étais auto-entrepreneur et que j'ai décidé de garder mon travail de salarié le temps que ça se lance, en fait. D'accord. Et j'ai quitté mon travail de salarié cette année en juillet. Donc, depuis fin juillet, je suis à 100% sur mon entreprise. Mais jusqu'à présent, j'étais toujours sur les deux. Et donc, bon, ça commençait à devenir un peu compliqué à gérer et j'ai décidé de quitter l'entreprise dans laquelle j'étais pour vraiment avoir plus de temps parce que je dormais plus beaucoup. En fait, j'avais des horaires assez larges. Je pense que je faisais… Salarié le jour et entrepreneur la nuit, d'accord. Ouais. Et donc, vous vous êtes lancé il y a quelques mois. Est-ce que vous avez un besoin de fonds de roulement initial? Et si oui, est-ce que vous l'avez financé par des fonds personnels, par un prêt, par des actionnaires? Comment ça s'est passé pour cette première phase? Alors, ce qui s'est passé, c'est que parce que en réalité, au début, je pensais contracter un prêt auprès de ma banque. Et lorsque j'en ai parlé à mon père, il m'a dit, écoute, moi, je suis prêt à te prêter de l'argent parce que ton projet, j'y crois. Et donc, il m'a prêté les fonds pour pouvoir démarrer, ce qui m'a permis de financer mon premier stock et d'avoir un fonds de roulement suffisant pour pouvoir continuer tout au long de l'année à progressivement installer ma boutique en ligne, etc. D'accord, donc ce qu'on appelle typiquement le love money, c'est la famille, les amis qui permettent de lancer la création d'entreprise. Ok, c'est super. Et aujourd'hui, après quelques mois, c'est tout récent, hein, une toute jeune entreprise, est-ce que ça commence à tourner? Vous avez des commandes qui commencent à rentrer via la boutique? Ça commence à prendre forme? Oui, alors en fait, au début, ça a démarré très vite. C'est-à-dire quand j'ai lancé en décembre 2014. Et donc, c'était juste avant Noël. Donc, pour Noël, j'ai eu beaucoup de commandes. C'était génial. Et après ça, calme plat. Donc là, c'était un peu plus difficile à gérer. Et en fait, calme plat, tout simplement parce que j'avais que 2 produits à proposer, 2 collants. Donc, tout le monde ne porte pas de collants. Ce sont des produits qui ne sont pas donnés. Ça reste quand même un budget pour acheter ce genre de collant-là. Bon, après, il faut savoir que ce n'est pas un collant basique comme on trouve dans des marques voilà, comme H&M ou ce genre de choses. C'est vraiment un collant avec une spécificité en plus et qui, en plus, est beaucoup plus solide. Donc, le prix, voilà, c'est une chose. C'est un produit technique qui nécessairement coûte plus cher parce qu'il y a un prix de fabrication plus élevé. Donc exactement. Le coût de fabrication est beaucoup plus élevé. Et puis, voilà, derrière, c'est vraiment un produit à but bien-être. Donc, c'est pas un collant qui va se trouer en une journée, quoi. Normalement, il résiste bien. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Du coup, je me suis un peu perdue sur la phase de la saisonnalité, là, vous étiez en train de parler de l'aspect cyclique, hein, donc Noël qui est une période de forte commande. Est-ce que vous avez d'autres périodes de l'année où vous avez pu avoir des pics de commandes comme ça? Est-ce que vous avez déjà observé un aspect un peu saisonnier d'autres périodes? Oui, en fait, ça redémarre bien à partir du mois de septembre. Ce qui a été compliqué pour moi, c'est qu'à partir de janvier, en fait, ça a commencé bien en décembre parce que tous ceux qui ont acheté des collants, c'était les gens à qui j'en avais parlé autour de moi. Donc après, ça fait effet boule de neige. Mais le principe, c'est que quand on a une boutique en ligne, il faut la faire connaître et c'est pas toujours évident. Donc pendant quelques mois, c'était un peu calme. J'avais des commandes par-ci par-là et ça a vraiment commencé à partir de septembre là, de cette année à décoller parce que déjà j'avais plus de temps à consacrer à la communication
Et puis, j'ai pu organiser des ventes physiques aussi au sein de comités d'entreprise. Donc ça, c'est important parce que j'attire une nouvelle clientèle et le fait de pouvoir leur expliquer en live le fonctionnement du collant, leur montrer le produit, leur montrer la solidité du produit. Les gens sont beaucoup plus confiants et achètent plus facilement qu'en ligne quand ils ne connaissent pas la marque. D'accord, donc ça c'est un point très intéressant qu'on retrouve, j'imagine, souvent dans l'e-commerce. L'e-commerce que je ne connais pas beaucoup, mais c'est on veut pouvoir toucher, voir le produit. Donc ça, vous avez un canal de distribution physique où vous allez rencontrer les gens. Donc c'est les comités d'entreprise. Est-ce qu'il y a d'autres lieux physiques de rencontre avec les clients et les prospects que vous imaginez mettre en place? Oui, là, bah, en fait, j'ai été contactée hier par Bande de créateurs. Donc, Bande des créateurs, en fait, ils organisent des ventes justement sur des lieux physiques pour des créateurs indépendants bah, comme moi, par exemple. Et donc là, en décembre, il y a une vente qui s'organise entre le 5 et le 13 décembre. Et donc, moi, j'y serai le week-end du 12-13 décembre. Et donc là, ce sera une vente physique et c'est pas mal parce que ça attire beaucoup de gens qui sont intéressés pour faire leur cadeau de Noël auprès de créateurs indépendants et créateurs français. D'accord. Ça participe un peu à l'économie locale, c'est assez sympa et je pense que ce genre d'événements-là sont agréables à vivre parce qu'on rencontre beaucoup de gens en fait. Ok, eh bien j'en profite pour indiquer aux personnes qui nous regardent qu'on mettra peut-être la date et le lieu où vous serez présent. Hein, ça permettra aux personnes d'aller vous y retrouver. Une autre question que je me pose moi sur l'e-commerce, c'est justement comment se faire connaître, mais sur Internet. Comment vous avez procédé vous pour faire connaître votre boutique en ligne? Comment ça s'est passé? Alors, c'est compliqué et c'est très long comme processus si on n'a pas beaucoup d'argent en fait à investir dedans. Si on a de l'argent, on fait du Google AdWords, on trouve des mots-clés et après les gens cliquent en fonction des mots-clés. Le problème, c'est que ça coûte très cher et moi aujourd'hui, j'ai pas les moyens de faire du Google AdWords. Donc tout se fait par le référencement naturel et ça se fait de deux manières. Via la boutique, donc c'est pouvoir mettre régulièrement à jour ma boutique avec du contenu, que ce soit de nouvelles photos, des textes, pouvoir expliquer les produits, des fiches produits très détaillées et qui soient assez originales aussi pour se différencier par rapport à d'autres boutiques en ligne. Et puis, en fait, ce qui est très important, et c'est ce que j'ai mis en place, c'est un blog. Parce que le blog crée du contenu et ça crée du contenu vers la boutique. Et sur le blog, je ne parle pas juste de mes produits, en fait. Ce qui est très important pour moi, c'est de parler de prévention. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai créé ma marque. C'est que c'est de la prévention des troubles légers de la circulation veineuse. Donc, j'écris des articles sur ça. D'accord. Donc, vous avez identifié que les prospects arrivent vers vous parce qu'ils ont d'abord cette problématique, ce besoin de régler un problème de veineux. Et c'est comme ça qu'ils font une recherche sur Google, qu'ils trouvent votre blog et qu'ils découvrent ensuite votre produit. Exactement. J'écris des articles assez spécialisés qui sont pas vraiment techniques parce que c'est toujours sur un ton léger et informel parce que j'ai pas envie d'écrire des articles à but médical. C'est pas du tout, c'est pas mon métier. C'est pas voilà, moi j'écris des articles sur un ton léger qui vont permettre peut-être de se donner des moyens de réflexion. Pourquoi j'ai mal aux jambes? Qu'est-ce que je peux faire au quotidien pour limiter ce genre de troubles? Et comment je peux prévenir les risques, par exemple de phlébite, ce genre de choses qui peuvent arriver à terme quand on ne prend pas en compte ces problèmes de circulation veineuse. Donc j'écris ces articles-là et effectivement les gens vont chercher, en fait, quand ils cherchent sur Internet, par exemple troubles de la circulation veineuse, ce genre de choses, ils peuvent tomber sur un de mes articles qui va renvoyer ensuite vers la boutique. D'accord, je comprends. Et ça, c'est effectivement efficace, j'imagine, pour trouver des clients. Alors, maintenant, dans l'e-commerce, à nouveau un domaine que je connais très peu, vous, de votre expérience, quelles sont les choses, les conseils que vous pourriez donner suite à votre expérience de lancement d'une boutique e-commerce, les choses principales à avoir en tête pour se lancer, pour créer sa boutique e-commerce? Alors, je pense que le premier point, et ça, tout le monde me le disait au début, et
j'y croyais pas trop, on va dire, c'est de se faire bien entourer en fait, d'être accompagnée parce que au début je pensais pouvoir tout gérer toute seule et je me suis rendu compte que c'était pas possible. Donc être bien entourée, c'est très important, notamment par un coach. Et je me suis fait coacher, ne serait-ce que pour déterminer la manière dont j'allais parler, la manière de m'adresser à ma cible et donc déterminer ma cible stratégique. Et ça, c'était très important. Un coach communication, un coach global création d'entreprise, quel type de coach vous a accompagné? Moi, c'était un coach global, c'est-à-dire qu'elle me coach encore aujourd'hui quand je dois pitcher devant pour des concours ou ce genre de choses, parce que pitcher, c'est pas mon truc. J'ai très peur de parler devant beaucoup de gens. C'est vraiment pas agréable, on va dire. Et donc, j'apprends à maîtriser mon stress face à 10 personnes devant lesquelles je dois m'exprimer. Donc, elle me coach sur ça, mais elle m'a aussi coaché sur, par exemple, déterminer une stratégie de communication sur les réseaux sociaux, par exemple, parce que les réseaux sociaux sont un très bon canal pour se faire connaître quand on a une boutique e-commerce. En plus du blog, les réseaux sociaux, ça attire beaucoup de monde et les réseaux sociaux, c'est très vaste, c'est très chronophage, donc il faut bien s'organiser parce qu'il y a Facebook, il y a Twitter, il y a Instagram, Pinterest, tout ça. C'est beaucoup de travail, effectivement. Ça peut devenir chronophage si on fait le community management de manière assidue et qu'on répond à toutes les questions, à toutes les remarques. Effectivement, ça peut demander du temps. D'accord, donc la première chose, c'est se faire accompagner pour peut-être lever les problèmes en amont avant qu'ils apparaissent, un petit peu augmenter en compétences, comme vous le disiez, apprendre à pitcher, etc. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont importantes spécifiquement sur l'e-commerce à avoir en tête? Alors, c'est toujours pareil, ça va être l'e-commerce, mais ça va être assez général aussi. Je pense que c'est des choses qu'on peut appliquer quel que soit le business qu'on crée. Au début, on est un peu froid, on n'a pas très envie d'en parler autour de nous parce qu'on a peur de se faire piquer l'idée. En réalité, bon, on fait toujours attention à qui on en parle, mais c'est intéressant de pouvoir confronter son projet à d'autres personnes et à d'autres avis parce que du coup, on a des retours intéressants et le projet va évoluer petit à petit. Le projet que j'avais moi au début a totalement évolué. Maintenant, on va pas dire que c'est plus la même chose parce que le produit que j'avais en tête est toujours le même, mais la manière de communiquer sur ce produit, la manière de l'aborder est très différente de ce à quoi j'aspirais quand j'ai commencé. Et c'est intéressant parce que du coup, ça permet de réévaluer toujours se remettre en question. En fait, c'est important de toujours se remettre en question et donc de confronter ses idées avec d'autres personnes qui sont dans des business totalement différents par ailleurs. Hein. Ça peut être ce que vous dites, je rejoins tout à fait. C'est le fameux pivot. Alors ça, c'est vraiment peut-être l'extrême d'un changement de stratégique en cours de route, mais c'est vrai qu'on fait des mini pivots, des adaptations en permanence quand on est créateur d'entreprise. Et donc, un exemple pour vous de pivot ou de modification de la stratégie, c'était quoi? Par exemple, proposer des chaussettes également pour les hommes, c'est ça, ce genre de choses? Alors, au début, je pensais proposer uniquement aux femmes. Il s'est avéré qu'avec mon fournisseur, en fait, on a réalisé des chaussettes qui pouvaient être unisexes. Et je me suis dit, certes, ma boutique est vraiment elle a un aspect très féminin. Quand on arrive sur ma boutique, c'est quand même, on voit que ma cible est féminine. C'est pas les hommes ne vont pas aller d'office sur ma boutique. Mais je suis partie du principe que les femmes souvent achètent les chaussettes pour leurs hommes. Et en règle générale, ça va être j'achèterais bien une paire de chaussettes pour Noël. Et comme c'est des chaussettes avec un petit plus bien-être, si mon mari voyage beaucoup parce qu'il travaille dans une boîte qu'il fait partir à l'étranger, etc. Pourquoi pas, je vais lui acheter une paire de chaussettes. Donc ça, c'était pas du tout dans mes objectifs de départ. Et puis finalement, ça s'est mis en place et ça marche plutôt bien parce que les hommes, effectivement, ne vont pas directement commander sur ma boutique, mais en revanche, leurs femmes, oui. Elles vont commander pour elles et leurs hommes. Donc ça marche bien comme ça. Donc ça, c'était quelque chose qui n'était pas anticipé, qui n'était pas prévu. Vous en avez perçu la possibilité en cours de route et vous êtes adapté rapidement pour proposer ça. Et donc, vous avez des femmes qui achètent pour elles, pour leur mari également. Et est-ce que vous avez peut-être un jour avoir des maris qui achètent des bas pour leurs femmes, des collants pour leurs femmes? Alors oui, j'ai testé effectivement parce que je suis allée à pas mal de rencontres entrepreneurs
pour découvrir un peu, pareil, toujours confronter un peu mon projet à ce qui se fait à côté avec d'autres gens qui montent leur business, etc. Et donc, j'ai pu discuter avec des hommes parce que, en fait, dans ces réunions entrepreneurs, c'est à peu près 90% d'hommes. En général, on n'est pas très nombreuses. Et du coup, je leur donnais ma carte et je leur disais, pas pour vous, mais pour votre femme, allez-y, jetez un œil. Ça peut leur faire plaisir, mais pour l'instant, ça marche pas trop. Les hommes ne vont pas sur la boutique pour acheter pour leur femme. Ok, eh bien, je vous invite à nouveau à aller, que vous soyez homme ou femme, sur le site de Juliette, valeriana.com. Et pour finir, Juliette, est-ce que vous avez quelque chose que vous recherchez actuellement, que ce soit de nouveaux clients, j'imagine, bien sûr, mais ça peut aussi être des partenaires ou peut-être un nouvel associé, des salariés. Est-ce que vous êtes à la recherche de quelque chose aujourd'hui ? Alors, de nouveaux clients, ça c'est évident. Principalement, ce qui m'intéresserait, c'est d'être mise en relation avec des comités d'entreprise. Parce que donc les comités d'entreprise brassent beaucoup de monde et que les gens sont moins frileux à venir me voir et j'aime beaucoup expliquer ce que je expliquer de mes produits, leur expliquer comment ça fonctionne, leur montrer vraiment physiquement les collants, les chaussettes, etc. Ça me plaît énormément d'aller à la rencontre des gens et donc pouvoir organiser des ventes au sein de comités d'entreprise. Ça, ce serait vraiment un gros plus pour moi d'avoir une liste de comités d'entreprise au sein desquels je pourrais me rendre. D'accord, eh bien vous l'avez compris, si vous gérez un comité d'entreprise, contactez Juliette dès que possible. Eh bien, je vous le rappelle, valeriana.com, ce sera indiqué dans la description de la vidéo. Merci à nouveau, Juliette, de votre participation. Et je vous dis, quant à moi, à bientôt pour une nouvelle interview entrepreneur. À bientôt. Merci Mathieu.